Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 18 juin 2026. Tout de suite, les principaux titres. Le gouverneur de la province d'Obourou-Moudza a procédé à la suspension de ses fonctions du chef de la zone d'Ogachoro. Ce dernier avait été la source de contestation des habitants qui lui accusaient de vandaliser leurs bananiers sous prétexte de mener des travaux d'assainissement et de protection du domaine public. Et puis la journée internationale de lutte contre les discours de haine a été célébrée ce 18 juin 2026 au Burundi. Cette journée arrive au moment où les défenseurs des droits humains s'inquiètent de la montée des discours de haine tenus par certaines autorités dans le but de discréditer les défenseurs des droits humains et de les opposer à la population. Et enfin, dans l'actualité sportive, les 24 premiers matchs de la Coupe du Monde se sont achevés ce mercredi. Et parmi les 10 pays qui représentent le continent africain, seuls 2 ont réussi à s'imposer. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. Des réfugiés burundais transférés du camp d'Onduta vers celui de Nyarugusu en Tanzanie affirment avoir été battus par la police dans la matinée de ce jeudi. Ils indiquent également que les habitations qui leur avaient été attribuées ont été démolies. Ces réfugiés font partie du groupe de Burundais figurant sur la liste des personnes qui ne devraient pas être rapatriées de force en raison des risques qu'elles pourraient encourir en cas de retour au Burundi. Selon leurs témoignages, les autorités tanzaniennes ont récemment changé d'attitude à leur égard. Reportage de Dani Claire, il la trouve. Dans le cas de Nyarugusu en Tanzanie, se trouvent environ 200 familles de réfugiés burundais transférés du camp d'Onduta après sa fermeture, à la suite de l'expédition et du rapatriement forcé de nombreux réfugiés burundais qui y vivaient. À leur arrivée à Nyarugusu, ces réfugiés ont été installés dans une zone occupée par des réfugiés congolais. Ces derniers jours, comme d'autres réfugiés burundais vivant en Tanzanie, ils font face à de nombreuses difficultés. Selon notre source, au sein du camp, plusieurs d'entre eux ont été battus par la police tanzanienne mardi dernier. Ils les ont signifié qu'ils doivent s'enregistrer en vue de leur retour au Burundi. La même source indique que ce jeudi encore, des policiers sont revenus et ont de nouveau frappé plusieurs réfugiés, dont certains ont été grièvement blessés au point de ne plus se relever. Notre source témoigne en disant, là où nous vivons, ils viennent directement chercher les personnes qu'ils ciblent pour les battre. Ils sont même entrés dans les habitations qui nous avaient été attribuées et les ont détruites ce jeudi matin. Beaucoup de réfugiés se cachent actuellement. D'autres ont été amenés par le responsable du camp pour être enregistrés en vue de leur rapatriement. Ces réfugiés burundais demandent à être protégés afin d'éviter un retour forcé au Burundi. Ils lancent un appel à l'aide et s'inquiètent de l'évolution de leur situation. Ils sollicitent également l'intervention du HCR afin que leur cas soit pris en considération. Et en page politique, l'association AC Génocide de Chilimoso affirme ne pas être surpris par les conclusions adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat du fait que ces deux institutions sont elles-mêmes à l'origine de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation dirigée par Pierre Claver Ndaïchelié, dont elle accuse de manquer d'impartialité. Des propos tenus à la suite de la publication du rapport définitif de la CVR concluant à l'existence d'un génocide commis contre les Burundais de l'ethnie Hutu en 1972. Terence Mouchano, vice-président de l'AC Génocide de Chilimoso, estime que cette commission aurait dû inclure des experts internationaux indépendants, notamment des représentants des Nations Unies spécialisés dans les enquêtes de grande envergure, afin de garantir une investigation impartiale et crédible. On l'écoute. L'association AC Génocide de Chilimoso n'a pas été surprise de cette évaluation par ces deux institutions, parce que ce sont les mêmes institutions qui ont mis en place la commission Vérité et Réconciliation en violation des clauses de la convention qui avait prévu la mise en place qui avait
projeté la composition de la CVR. La composition était laquelle? Les représentants de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les représentants de l'ONU en premier lieu, les représentants du gouvernement et les représentants de la société civile qui n'ont pas les mains de sang sur leurs mains. Une autre appréciation. Personne ne devrait pas faire partie de la CVR si c'est un orphelin ou père ou sœur ou frère de la victime de 1972, parce qu'il risque d'avoir un esprit de penchant. En quelques mots, il ne doit pas être jugé parti. Il devrait y avoir le vetting dans les institutions. Selon toujours Terence Mouchano, les conclusions de la CVR ainsi que leur approbation par l'Assemblée nationale et le Sénat risquent d'accentuer les divisions au sein de la population burundaise. Écoutons-le à nouveau. Le rapport de la CVR va ressurgir la haine ethnique de ce rapport doit être annulé pour qu'il y ait un travail bien fouillé, constructif. Si le président valide ce rapport, nous estimons que ce rapport servira à dresser la haine au lieu de songer à la réconciliation nationale. Il faut éviter la haine ethnique. Il ne faut pas qu'il y ait juge parti. L'orphelin ne peut pas se rendre justice. Une personne tendancieuse ne peut pas se rendre justice. L'association AC Génocide de Chirimoso remet en cause le rapport de la CVR et nous estimons que les temps à venir, d'autres régimes vont remettre en cause ce rapport et on mettra sur le pied la commission Vérité et Réconciliation du tribunal pénal international pour Burundi qui seront mises en place par l'Organisation des Nations Unies. C'est ces institutions émanant de l'ONU qui seraient crédibles. Et je vous le disais en titre, le monde entier a célébré ce 18 juin 2026 la journée internationale de lutte contre les discours de haine. À l'occasion de cette journée, la Coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDDH en sigle, se dit préoccupée par la multiplication des discours de haine tenus par certains dirigeants dans le but de discréditer les défenseurs des droits humains et de les opposer à la population. Selon cette organisation, ces propos visent également à intimider les militants des droits humains afin de les réduire au silence. Suivez Eulalie Nividzi, elle est la directrice exécutive de la Coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDDH en sigle. CBDDH exprime son inquiétude suite à l'émergence et à la multiplication des discours de la haine à partir des hautes autorités de l'État et contre les défenseurs des droits humains. Plusieurs responsables, à commencer même par le chef de l'État, se sont exprimés avec intolérance, avec des mots de stigmatisation, avec des mots qui montrent réellement qu'une certaine haine est en train d'être cultivée entre la population et les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi toute personne qui exprime de la critique envers les actes des hautes autorités, des actes qui travaillent en violation de la loi, en violation de la Constitution. Ces discours de stigmatisation ont déjà démontré leur objectif qui est de décourager les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de noyer leurs actes. Nous exprimons notre préoccupation que les discours de haine qui sont exprimés par les hautes autorités ont un poids supérieur par rapport aux autres discours, parce que la parole de l'autorité a force de loi. Et le fait que ce soit une haute autorité qui exprime de l'intolérance constitue un danger pour toute la population et présente une gravité particulière car ils encouragent l'intolérance, ils alimentent les menaces à l'encontre des défenseurs, mais aussi ils contribuent à restreindre l'espace civique. Eulalie Nividzi a également encouragé les défenseurs des droits humains à poursuivre leur travail malgré les intimidations. Elle a par ailleurs appelé la communauté internationale à accorder une attention particulière aux discours de haine qui continuent d'être véhiculés au Burundi. Écoutons à nouveau Eulalie Nividzi.
Et nous demandons à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, d'assurer un suivi indépendant des actes et discours de haine susceptibles de mettre en danger les défenseurs des droits humains et la participation citoyenne et d'intervenir publiquement chaque fois que des propos haineux ou stigmatisants sont tenus à l'encontre de tout Burundais et de toute personne résidant au Burundi. Nous interpellons aussi les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains pour qu'ils puissent se saisir des cas de propos haineux qui gagnent le terrain dans le monde et mettre les États partis devant leurs responsabilités, mais aussi de mobiliser des moyens de protection et de solidarité avec les victimes de discours de haine, particulièrement les défenseurs des droits humains qui sont sur la ligne de front. Nous demandons les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains de soutenir des initiatives visant à renforcer l'espace civique et la participation citoyenne au Burundi. Poursuivons ce journal par la page gouvernance, l'éradication des boissons fortement alcoolisées produites en dehors des normes en vigueur est loin d'être effective au Burundi au regard du comportement de certains responsables administratifs censés mener ce combat. Selon différents habitants, le gouvernement devrait assumer pleinement ses responsabilités au lieu de continuer à fermer les yeux sur ce phénomène. Plus de détails avec Josiane Mouzanez. Pour être approvisionné, tu dois passer une commande longtemps à l'avance. Ce sont là les habitants de la commune Nyanza qui s'insurgent contre leurs administratifs qui, au lieu de s'en prendre à la racine du vrai problème, disent avoir érigé des barrières terrestres alors qu'ils savent très bien le circuit de distribution des fabricants de ces boissons nocives pour la santé des consommateurs. Selon ces habitants, les fabricants continuent à distribuer ces boissons clandestinement et les commerçants en profitent pour grossir leur stock, vu qu'ils ont la bénédiction des administratifs qui leur ont donné l'autorisation de vendre tous les stocks avant de bannir ces boissons. Cet habitant de Nyanza nous révèle deux des usines de ces boissons qui opèrent de cette manière, au vu et au su de tout le monde et en toute impunité. Le premier s'appelle Sironi. Il a plus de 200 employés. Vous comprenez que c'est une usine très vaste. Le deuxième est surnommé Gingembre. Lui, il a un personnel de plus de 100 personnes. Ces deux usines sont très connues ici à Muyangi. Les administratifs de la place ont été informés de cette situation. Pourtant, ils préfèrent faire comme si de rien n'était. Plus grave encore, les habitants de la place soupçonnent la BBN d'être de connivence avec ses fabricants, vu qu'elle les préviennent au moins une semaine à l'avance de leur descente, comme s'ils voulaient leur faire un clin d'œil afin qu'ils s'y préparent en conséquence. Ils ont des documents en bonne et due forme leur délivrés par la BBN. Et comme ils sont avertis à l'avance, ils font le ménage et cachent tout ce qui n'est pas réglementaire. Et après leur visite, la production reprend de plus belle et ils travaillent nuit et jour, surtout la nuit. Et des camions de type Fuso font l'approvisionnement toujours pendant la nuit. Vous saurez que, à part à Burunga, même les fabricants des autres provinces du pays opèrent de la même manière et ne sont jamais inquiétés. Et toujours en page gouvernance, le chef de la zone Gachoro situé en commune Butihinda a été suspendu de ses fonctions par le gouverneur de la province de Buhumuza. Cette décision intervient après les vives protestations des habitants de la dite zone à la suite de l'abattage de leurs bananiers, une opération que l'autorité zonale justifiait par des travaux d'assainissement et de protection du domaine public. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Révérien Dachaïsaba n'est plus chef de la zone Gachoro en commune de Butihinda. Il a été suspendu dans ses fonctions sur décision prise ce 17 juin 2026 par Denis Ndaruhe Kéré, gouverneur de la province de Buhumuza. Dans le document signé par cette autorité provinciale, il est fait notamment référence aux plaintes de la population concernant la destruction des champs et de l'environnement sur la colline Guicha en Bouche. Cette mesure intervient 3 jours après
après l'abattage de nombreux bananiers le long de la route Masanganzira Muyinga Kobero. Les propriétaires de ces plantations dénonçaient une importante perte économique, affirmant que ces cultures leur servaient à la fois de source de nourriture et de revenus. Face aux critiques, Révérien Dachaïsava a justifié cette opération comme quoi elle s'inscrivait dans le cadre d'une campagne d'assainissement. Selon lui, ces bananiers occupaient les 6 mètres du domaine réservé à l'État le long de la route, d'ajouter que cette occupation réduisait la visibilité et entravait les activités d'installation des réseaux d'eau et d'électricité. Malgré ces explications, les lamentations de la population se sont poursuivies jusqu'à inciter l'intervention de l'administration provinciale. Denis Ndaruhekere, gouverneur de la province de Buhumuza, demande à l'administrateur communal de Butihinda d'assurer l'exécution de la décision et de veiller à la continuité des activités dans la zone de Gashoho. La suspension du chef de zone Gashoho constitue ainsi la première conséquence administrative d'une affaire qui continue d'alimenter le débat sur la gestion du domaine public et la protection des intérêts de la population. Et quittons la province de Buhumuza pour nous rendre en province de Gitega, où des habitants du chef-lieu demandent aux autorités compétentes de trouver une solution à l'immense ravin situé en contrebas du marché central. D'après ces habitants, ce ravin a déjà provoqué l'effondrement de plusieurs maisons avoisinantes. Ils font savoir également que cet endroit est devenu un refuge pour des malfaiteurs et qui favorise la commission de diverses infractions. Nadège Ilakodze nous en dit davantage. À longueur, ce ravin mesure environ 1 km car il est très élargi et en largeur, il sépare de... Ce ravin, décrit par cet habitant, est un immense ravin communément appelé le ravin de Philippe, qui est situé en bas du marché central de Gitega. Les habitants font savoir qu'il est né en danger vu qu'il a déjà démoli des restaurants et des bistrots et que plusieurs personnes y jettent des immondices, ce qui attire des mouches qui pullulent dans cet endroit. C'est un immense ravin qui a détruit des restaurants, des bistrots et des boucheries. Certaines familles ont été obligées d'abandonner leurs maisons. Et en plus de cela, les gens y jettent toutes les ordures provenant du marché, attirant ainsi la prolifération des mouches dans ces bistrots et restaurants. Ces habitants dénoncent également que dans ce ravin, des malfaiteurs y commettent plusieurs crimes, tels que des vols, des viols contre des femmes et la consommation des drogues. Il y a des femmes qui sont violées au bord de ce ravin, ainsi que des jeunes filles de la rue qui ont été engrossées. Sans oublier les jeunes qui vont consommer différentes sortes de drogues. Même les enfants de la rue, quand ils volent des téléphones au marché, ils se réfugient dans ce ravin parce que c'est un ravin très profond. Ces habitants supplient le gouvernement burundais de combler ce ravin car ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ce qui contribuerait à lutter contre ces malfaiteurs qui se cachent dans ce ravin, ce qui rendrait également propre cette ville. Dans nos journaux de demain, nous vous parlerons des conséquences du ravin situé au quartier Magalama dans la ville de Gitega. Et terminons ce journal par le sport. Les 24 premiers matchs de la Coupe du monde de football se sont achevés ce mercredi. Parmi les 10 pays représentant l'Afrique dans cette compétition, seuls 2 ont réussi à s'imposer. Au total, 75 buts ont été inscrits au cours de ces 24 rencontres. Les détails avec Désiré Atunimana. Ce mercredi, toutes les équipes engagées à la Coupe du monde qui se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis ont déjà disputé leur premier match. Sur les 10 nations africaines présentes, seules 2 ont remporté la victoire. Le Ghana s'est imposé face au Panama par 1-0 et la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur sur le même score. 4 autres sélections africaines ont décroché le nul. La RDC face au Portugal avec un but historique signé Yohan Wissa, le premier but de son pays en Coupe du monde. Le Cap-Vert qui a fait match nul contre l'Espagne sur un score nul et vierge. Le Maroc face au Brésil sur un score d'un but partout. Même score entre l'Égypte et la Belgique. 3 pays, par contre, ont connu un début très difficile. Il s'agit de l'Algérie qui s'est inclinée face au Brésil sur un score de 3-0, de la Tunisie qui a été lourdement battue par la Suède sur un score de 5-1, et l'Afrique du Sud qui a perdu face au Mexique sur un score de 2-0 dans un match marqué par 3 cartons rouges, une première dans l'histoire des matchs d'ouverture de la Coupe du monde. Côté star, Lionel Messi s'est déjà illustré avec 3 buts, portant son total à 16 en Coupe du monde et égale ainsi Miroslav Klose. Derrière lui, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane comptent chacun 2 buts. Enfin, pour cette première journée de la Coupe du monde,
Le milieu ghanéen Thomas Paté s'est vu refuser l'entrée au Canada en raison d'une affaire judiciaire en cours au Royaume-Uni. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 18 juin 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.